Dans ce petit tutoriel, nous allons étudier aujourd'hui le Markdown. Le Markdown étant un langage à balises qui va nous permettre, enfin un langage de balisage léger, on peut l'appeler comme ça, qui a été créé par John Gruber et Aaron Swartz en 2004. Pour la petite anecdote, dont le but est d'offrir une syntaxe facile à écrire et à lire, qui va être utilisée par de nombreuses plateformes, dont, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les plateformes GitHub ou Bitbucket, qui sont des plateformes de gestion de version, principalement pour les fichiers README qui expliquent et introduisent un projet, voire documentent le projet. On va donc aller du côté de ces outils-là, et en l'occurrence sur mon compte Richtou de GitHub, on va créer un nouveau projet, un nouveau dépôt spécifique pour ce petit tuto ici, et on va tester les différentes syntaxes disponibles. Sachant que GitHub propose quelques petites variations, il n'est pas impossible d'ailleurs que Bitbucket propose également des variations sur ce langage en question. Donc c'est parti, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc là, hop, on va aller dans le petit plus ici pour lui dire que l'on veut créer un nouveau dépôt. Hop, on va donner un nom à ce dépôt que l'on va appeler le tuto Markdown. Voilà. On peut éventuellement lui donner une petite description comme d'habitude, à savoir petit tour des balises Markdown. Voilà, petit tour, bon, peu importe à la limite la présentation pour ce petit tuto là. Et on crée le dépôt. On va constater que on va récupérer les éléments ici, bon, classique. En ce qui nous concerne, puisque GitHub propose la chose, on peut travailler en direct sur le dépôt. Ça évitera de créer un dépôt local. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, j'ai créé mon petit dépôt. Hop. Ici, donc le tuto Markdown ici. Lequel tuto Markdown va donc me permettre, hop là, qu'est-ce qui se passe? D'aller voir, voilà, pardon. Nous vous recommandons, c'est ce que je cherchais, j'arrivais pas à le trouver, que le fichier possède un fichier README, et automatiquement, le fichier README va se créer comme ceci. Alors, quand on dit qu'il va se créer, tant qu'on ne l'a pas validé, bien entendu, il n'est pas tout à fait créé, il est juste présenté ici. Vous avez ici donc l'éditeur qui vous permet de faire la saisie avec le langage, le Markdown en question, un bouton Preview qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé. Donc là, en l'occurrence, on n'a rien fait. On va donc éventuellement, coucou, hop, et là, on voit qu'il n'y a rien du tout qui s'affiche. C'est extraordinaire. On va donc committer notre fichier ici. Voilà. Là, le commit s'est passé. On voit donc l'aperçu ici de ce qu'on a tapé. Et on constate, c'est le principe du Markdown. Si on revient sur le fichier README ici et que l'on veut l'éditer, ici, on voit un premier symbole qui est donc le petit dièse comme ceci, qui va lui être suivi d'un texte quelconque. Tuto, on va le changer réel sur le Markdown, va nous permettre de mettre donc un titre principal tout simplement. Et puis après, si on met des preview change, donc là oui, preview change, il est un peu violent puisqu'on est dans l'édition évidemment de version, on voit ce qui a été rajouté, on voit ce qui a été modifié. J'avoue que de travailler en direct n'est pas trop dans mes habitudes, c'est pour ça que je suis un petit peu déstabilisé, peu importe. On va le valider comme ceci, et on va se mettre en place dans l'espace wiki, qui va nous permettre de simplifier un petit peu la chose. Donc l'espace wiki va justement nous permettre de documenter largement un projet. Alors, grosso modo, dans notre projet, on aura le readme.md
MD comme Markdown d'ailleurs, qui sera généralement inclus, qui sera inclus d'ailleurs dans les sources, et l'espace wiki qui restera sur GitHub et qui permettra de documenter complètement le projet. Donc la plupart du temps, le README sera plutôt destiné à l'installation et l'usage de votre code, et le wiki, la documentation beaucoup plus complète. Accessoirement, et c'est pour ça que je vais utiliser plutôt l'espace wiki, il est un petit peu plus convivial si on travaille en direct sur le projet, bien entendu. Ce que l'on va faire, donc je clique sur Create the first page, c'est-à-dire créer la première page, et là on constate d'ailleurs que certes on est en Markdown, mais nous avons une espèce d'éditeur qui va nous permettre de simplifier la saisie d'un certain nombre de choses. Pas forcément de façon aussi complète, mais on le constate, en cliquant sur le point d'interrogation, on va avoir accès à tous les différents éléments, ceux que je vais vous présenter évidemment, bien sûr. Donc première chose à faire, si l'on tape des paragraphes simples, eh bien il suffit de juste taper le texte de votre paragraphe. Si vous en tapez plusieurs, eh bien on saute 2 lignes pour un nouveau paragraphe, comme ceci. Là, si je fais preview, on a bien la prévisualisation exacte de ce que l'on veut. Contrairement au README tout à l'heure, où il nous montrait aussi ce qui avait été modifié entre 2 commits, etc. Le côté un peu plus convivial de la chose. Attention à bien sauter 2 lignes, parce que si on ne saute pas 2 lignes, qu'est-ce qui se passe? Testons sans les 2 lignes. En faisant le preview, on va constater que ça va s'afficher à la suite, sans sauter de ligne, bien entendu. Alors je m'excuse par avance d'ailleurs si je fais quelques petites fautes d'orthographe, je suis un peu comme beaucoup de gens, comme trop de gens, j'en fais parfois un peu trop bien sûr, j'essaye d'éviter, mais bon. On va plutôt utiliser du texte télégraphique, du lorem ipsum, des choses comme ça évitera de faire des fautes bien sûr. On veut mettre des titres, vous avez l'option ici qui consiste à cliquer sur H1 et on constate que titre principal sera un symbole dièse suivi d'un espace et du titre principal. Et en faisant le preview, on voit qu'il va apparaître comme ceci. Pour ceux qui ont l'habitude évidemment du HTML, on va voir justement comment ça se passe derrière. Eh bien, on va constater que notre titre principal, notre petit dièse, a été transformé en H1, suivi d'un certain nombre de choses d'ailleurs. Si je zoome ici, vous voyez que le wiki a non seulement transformé le dièse en H1, mais il a également rajouté des identifiants, il a rajouté un certain nombre de choses, des classes, des machins, etc., qui va permettre notamment de faire des liens directs dans la documentation vers des éléments précis de la doc. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt sympathique. Je vais laisser ça ouvert pour montrer d'ailleurs en passant que mes paragraphes sont devenus des paragraphes, tout simplement. Ceux qui ont un petit peu l'habitude de l'éditeur WordPress auront un peu déjà le réflexe parfois de sauter de ligne pour justement cette transformation. Donc le titre principal, on met un symbole. Pour un sous-titre, eh bien on en met 2. Pour un sous-sous-sous-titre, on en met 3. Et puis si on en veut 4, et puis si on en veut 5, et puis si on en veut 6, comme ceci, hop, à savoir, on va retrouver, pour là encore ceux qui ont l'habitude du HTML, le H1, le H2, le H3, le H4, le H5 et le H6. Démonstration de tout ça, hop, et vous le voyez, nous allons avoir, je reviens avec mon petit inspecteur, la génération de toutes nos balisages, pardon. Oula, où il est parti? Hop là, la gestion du zoom est toujours un petit peu problématique, hop là. Voilà, et on constate également, hop, si on y arrive, que chaque titre de notre arborescence va avoir généré effectivement des identifiants, des classes, des balises ARIA, etc. Comme ceci. Donc, assez simple.
de se souvenir qu'il suffit de multiplier, voilà, d'additionner les petits dièses comme ceci. On peut être aussi amené, je vais me situer au-dessus pour qu'on y voit mieux, à créer des petits traits de séparation. Pour ça, nous avons plusieurs façons de faire. Hop là. On peut mettre des petites étoiles comme ceci, et puis un nouveau texte, ou on peut mettre, hop là, 3 étoiles comme ceci, suivi également du texte. La différence, c'est que dans un cas, donc la différence, c'est qu'il n'y en a pas. Il m'avait semblé en voir une tout à l'heure, mais non. Dans les deux cas, on va constater qu'il a transformé ça en balise HR, c'est-à-dire la balise de séparateur HTML classique. On peut être également amené dans une documentation à citer citer, tout simplement, donc faire une citation, etc. Voilà, qui va se traduire en termes de présentation ici par un petit trait sur le côté. Hop. Qui va nous traduire également par une balise bloc quote, puisque c'est la balise de citation. Et j'ai été un petit peu vite. Pour faire une citation, il suffit de faire précéder notre paragraphe d'un signe supérieur comme ceci. On retrouve des syntaxes finalement assez proches du HTML. Tellement proches que l'on va pouvoir mettre du texte en italique ou en phase et en gras, par exemple. Donc, étoile suivi d'un texte suivi de étoile, ou bien étoile étoile suivi d'un texte étoile étoile, ce qui va nous permettre de mettre respectivement de l'italique et du gras, c'est-à-dire générer, hop là, des balises. Je les ai encore perdues. Hop. Hop là, on est au-dessus, là. C'est-à-dire sans trop de surprise, balise EM et balise strong, bien évidemment. Donc le langage est assez souple, puisqu'il vous permet de mettre ça avec des petites étoiles, mais si vous n'aimez pas les étoiles, vous pouvez mettre des underscores, comme ceci, de chaque côté, comme cela. D'accord, donc simple underscore ou double, selon que vous voulez mettre de l'italique ou du gras. Et puis, il est bien évident que l'on peut mixer les deux, c'est-à-dire italique et hop. Et en gras, je fais, bon, ça veut rien dire bien entendu, mais vous le voyez que ici j'ai mis un underscore pour mettre passage en italique, j'en ai mis 2 pour mettre du gras, je ferme les deux et je ferme le tout seul, ce qui va, sans trop de surprise, me permettre d'avoir un truc qui ne fonctionne pas. Alors j'ai dû oublier quelque chose. Alors c'est là où, d'ailleurs, on a intérêt à utiliser un underscore, donc à l'intérieur nous mettrons plutôt du gras et on ferme par l'underscore. Et là, pour le coup, on a bien italique et gras également italique puisque inclus dans l'autre. On peut bien sûr faire l'inverse sans problème et sans trop de surprise, c'est-à-dire mettre un italique, hop, hop, hop. Et là, bien sûr, on obtient rigoureusement la même chose. Et là encore, selon le principe habituel, de mettre le EM à l'intérieur du strong, ou le strong d'ailleurs à l'intérieur du EM, ça marche dans les deux sens.
Il est possible de mettre des liens. Alors bien sûr, tout ça se retrouve par les éditeurs, hein, dans l'éditeur. Hein, vous le constatez, je veux mettre du gras. Donc si je tape « Coucou les amis internautes », je sélectionne Amis et je clique sur B. Il me met avec mes petites étoiles. Si je clique sur I, il me met avec cela. Celui-ci correspond à quoi? À du code. On va y venir juste après. Pardon. On peut faire des liens. Donc on va faire par exemple un lien comme ceci. Donc là, généreusement, l'éditeur nous propose de voir le texte du lien. Donc on va mettre un lien vers mon blog. http://richardcarlier.com et le format généré est sous cette forme-là, à savoir entre crochets le texte et entre parenthèses juste derrière l'URL de destination. Et là, on constate qu'il nous a généré un lien tout à fait classique du HTML, à savoir un href de cette façon. On peut également utiliser des images, donc il va me falloir une image pour illustrer mon propos. Pour ça, on va faire simple. Je vais prendre mon avatar. Hop. Voilà. Et insérer une image, c'est-à-dire une sorte de lien vers un document externe, va avoir à peu près la même syntaxe, vous allez le constater. On rajoute le lien, donc l'URL de l'image, on rajoute le texte alternatif ici pour l'accessibilité, et on va constater que c'est exactement la même syntaxe, mais attention, précédé d'un point d'exclamation comme ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir comme ceci une superbe image de mon avatar pingouin et du petit pingouino qui va avec. Alors bien entendu, j'y pense parce que je vois le bouton vert ici, je travaille en direct, mais tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton Save, bien entendu, rien n'est sauvegardé, donc prenez le réflexe si vous arrivez à, si vous travaillez en direct, à faire Save de temps en temps, bien entendu. Là, en l'occurrence, je reviens sur l'édition, comme ceci, édition du texte, j'en étais où, le temps qui se charge, voilà. Image, donc texte alternatif entre crochets, plus entre parenthèses l'URL, et si c'est une image, on rajoute le point d'exclamation. Et on peut également, donc le texte alternatif sera l'attribut alt, mais si vous voulez mettre un attribut title, eh bien on va rajouter un title, titre, on va le mettre en français pour bien le voir, entre guillemets à l'intérieur des parenthèses. Et là, la différence étant que si je survole l'image, vous le voyez, le title va apparaître. Et le texte généré, donc le title, le alt et le src, bien évidemment. Alors, chose intéressante, je vais faire un petit peu le vide là dans mon... Hop, dans le code. Chose intéressante bien sûr, nous allons pouvoir faire des listes à puces. Liste à puces, bah, c'est très simple, il suffit de faire une liste, et puis une liste, et puis une liste comme ceci. Très simple. Toc. Transformation en liste à puces, c'est-à-dire balise UL avec des LI. On peut également utiliser, si vous préférez, des tirets de ce genre. Attention, tiens, profitons-en pour vérifier si l'espace a une importance ou pas. On constate que oui, l'espace devant le tiret a une importance, comme devant les autres bien entendu. Sinon, bah, il considère que c'est du texte, il n'analyse pas comme étant des listes à puces. Alors, pour des raisons qui m'échappent, on a constaté que hop,
il y avait des espaces un peu plus supplémentaires ici. J'avoue que là il m'a mis un paragraphe, alors que là il en a pas mis dans la liste. Curieux, curieux. Hop. Sans doute parce que nous n'avons rien entre les deux listes. J'avais constaté ça tout à l'heure. Et donc il considérait que c'était la suite de la liste précédente. Donc il avait rajouté des paragraphes tout simplement. Liste à puces, deux formes de puces. Je crois que d'ailleurs le plus doit pouvoir marcher, il me semble. J'ai un doute, on va essayer. Oui, le plus fonctionne aussi, avec le même problème de n'avoir rien mis aucun texte entre les deux ici. Alors je le précise évidemment pour les plus vigilants d'entre vous, vous n'êtes absolument pas obligé de faire des listes de 3 éléments, vous pouvez en mettre 2, 4, 5, 200 si vous le souhaitez bien entendu. Ça ce sont donc les listes à puces, étoiles plus ou moins. Vous pouvez également, même si c'est pas très logique, mixer les trois au sein d'une même liste, comme ceci, bien sûr. Liste à numéros, bah c'est très simple, vous mettez hop, avec des points. Hop, et on va mettre 4, tiens, pour changer, comme ceci. Et là, ploc, il va vous générer ça sous forme de liste à numéros. La différence étant que ceci est bien une liste façon OL et non pas juste des numéros devant des choses, bien entendu. On rajoute une couche de sémantique, bien sûr. Il est également possible d'imbriquer plusieurs éléments dans la liste. Si notre point 2 là, possède plusieurs éléments, il suffit de lui dire 1, 2, 3, 4 et on fait 1, 2, 3, 4 comme ceci. On rajoute des éléments ici. Et là, nous voyons que ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis de retour à la ligne. Voilà, et là nous avons effectivement des éléments à l'intérieur de la liste. Alors au passage, voyons voir qu'est-ce qui a été généré derrière. Il a bien généré ici un LI avec 3 paragraphes, le principal et les 2 autres en dessous qui font partie du même LI. Donc, au passage, disais-je, là j'ai utilisé 4 espaces, mais si vous utilisez un éditeur classique, genre NetBeans ou Sublime ou autre, vous pouvez aussi mettre une tabulation pour faire à peu près la même indentation. Il est également possible de faire des sous-listes, tout simplement en réutilisant 1, 2, 1, 2, 1, 2 espaces, hein, bien, comme ceci. Et là, j'ai créé une sous-liste. Et vous constatez qu'il imbrique, et donc on passe sur une numérotation différente. Dans le même esprit, on peut rajouter bien entendu des listes à puces à l'intérieur de listes numérotées. On va le faire sur le Flazors Ziopirbs. 1, 2, étoiles, blablabla. 1, 2, étoiles, blablabla. Et puis bien sûr 1, 2, 3, 4, étoiles, blablabla. 1, 2, 3, 4, étoiles. Et là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé une sous-liste à puces et une sous-sous-liste à puces, et on peut comme ceci imbriquer les listes les unes sous les autres avec des UL à l'intérieur des LI et ainsi de suite. Donc très simple de faire ce genre de choses. Alors puisqu'on est dans les listes, eh bien GitHub, jusqu'à présent tout ce qu'on a vu est du Markdown à peu près standard, mais GitHub propose ce qu'ils appellent des task lists, c'est-à-dire des listes de tâches. Alors task list, on va faire encore une fois un peu de ménage. Hop. Donc une liste standard avec étoile ou avec tiret. Une task list, c'est quoi? C'est tout simplement
avec un crochet devant. Un crochet devant, c'est-à-dire, on va faire des petites variations de des petites variations de texte, ça veut toujours rien dire, mais qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc étoile, espace, crochet, espace et votre texte, qui va être transformé, vous le constatez, en liste avec des petites cases devant. Et une fois que votre tâche, faire ménage, est réalisée, il suffit de remplacer par un petit X, comme ceci, pour voir que la présentation va s'adapter de cette façon. Donc assez pratique quand on fait un travail collaboratif qui permet justement aux différents collaborateurs de cocher ce qui a été fait ou ce qui reste à faire, etc. Dans le même état d'esprit, je n'ai pas testé, mais il ne serait pas impossible que ça ne fonctionne pas autrement que dans une liste, semble-t-il. Sans trop de surprise d'ailleurs, on a aussi la possibilité de faire des sous-tâches. Il suffit de rajouter deux espaces devant également. Comme ceci, qui va nous permettre d'avoir des sous-tâches à l'intérieur d'une tâche, tout simplement. Alors bien sûr, GitHub est un outil pour faire du code. Il est donc possible de mettre du code dans vos documentations, bien entendu, principalement du code destiné à l'installation ou à ce genre de choses. Pour ça, vous avez effectivement le petit bouton qui est ici et qui vous met des bacs, je ne sais plus comment on s'appelle, des bacs apostrophes, je ne me souviens plus du terme anglais, mais ce sont des apostrophes inversées, on va appeler ça comme ça. Alors attention pour les avoir sur le clavier, je sais que sur mon Mac, on l'obtient avec une touche qui est dédiée, qui est en fait un accent, tout simplement, que l'on trouve donc sur mon Mac, il est à droite, sous le symbole livre sterling, mais l'emplacement peut différer d'un clavier à l'autre. Je pense que le PC, ce serait sans doute le Alt graphique suivi de la touche 7. Mais sur d'autres claviers, QWERTY, AZERTY, machin, etc., là j'avoue que je ne suis pas sûr, donc à vous de vérifier, bien sûr. Un moyen de l'avoir étant évidemment de cliquer dessus et éventuellement d'aller faire un copier-coller pour le placer, bien sûr. Donc, revenons à notre code. Nous allons mettre du code avec donc alerte, coucou, comme ceci, en ligne, sous-entendu, au sein d'un texte. Et vous constatez que GitHub nous a mis un attribut de couleur comme ceci. Et vous constatez aussi que, sans trop de surprise non plus, il l'a remplacé par la balise code, tout simplement. Si l'on a besoin de mettre plusieurs lignes de code, eh bien on va en mettre a priori 3, pardon. Et là, nous allons faire une function test. Function test 1.2 console.log qui va nous mettre coucou. 1, 2, 3, comme ceci. Et là, vous constaterez qu'il l'a transformé en code, tout simplement. Et vous constatez également, si j'arrive à choper l'inspecteur ici, que sans trop de surprise non plus, il nous a mis une balise PRE, suivie d'une balise code, suivie de notre texte, de notre contenu, bien entendu. Ça, c'est fonctionnalité standard du Markdown. GitHub rajoute la possibilité de préciser à la suite des 3 apostrophes, des trois accents, on va les appeler comme ça, JavaScript comme ceci, c'est-à-dire le nom du langage de programmation qui est utilisé en dessous. Et il va vous
rajouter une colorisation syntaxique qui va bien. Alors bien entendu, si j'ai mis du JavaScript, il va mettre des couleurs JavaScript. Si vous mettez du PHP, hop là, il va mettre des couleurs PHP, du moins tant qu'il comprend ce qui se passe, bien sûr. Vous avez comme ça un certain nombre de langages les plus classiques qui sont utilisés. Il faudrait chercher un petit peu dans la doc pour savoir. Allons-y d'ailleurs. Donc les span éléments, le code. Ah, ça n'est pas référencé avec les backticks, pardon, voilà le mot que je cherchais, les backticks, qui vont nous permettre effectivement. Donc ça y est, je me suis un peu perdu dans mon discours, qui vont nous permettre, voilà, donc disais-je, de préciser le langage de programmation utilisé, et donc là, quelle classe CSS, hop, vous le voyez, il va utiliser pour le highlight, donc c'est le highlight PHP, si c'est du PHP, et mettre en place la colorisation des mots-clés, etc., bien entendu. Ou du JavaScript, bien sûr. Que dire de plus, si ce n'est que il est également possible de mettre des tableaux. Donc mettre des tableaux, c'est-à-dire quand on veut présenter les choses proprement. Et là, je vais jouer le feignant. Je vais aller prendre mon contenu dans le support de cours que j'ai fait pour la circonstance. Tableau, à savoir, je mets un texte, un petite barre, donc pipe, suivi d'un autre texte pour créer une première cellule, une deuxième cellule. Donc le pipe, je le rappelle, Alt majuscule L, comme ceci. On fait une série de tirets en dessous pour séparer l'entête, le pipe again, et nouvelle série de tirets, et on sépare les différents éléments de cette façon-là. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Différentes cellules de cette façon-là, et hop, ça va générer un tableau de cette façon. On peut aussi les présenter, les formater comme ceci, et on constatera que ça n'a aucune incidence sur le résultat. Il est également possible, hop là, je vais le copier parce que je vais rendre tout le monde malade à force de zoomer de cette façon. Donc de bien présenter votre tableau est une option. Autres options spécifiques GitHub, mais qui est également reprise, donc qui n'est pas du tout spécifique du coup, c'est la possibilité de mettre 2 points pour aligner à gauche, 2 points de chaque côté pour centrer, et 2 points à droite pour aligner à droite. Et on va constater qu'effectivement, il a ferré à gauche ici, il a centré, il a ferré à droite de cette façon. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Je mettrai sur mon blog quelques liens vers la documentation officielle du projet Markdown, et des bases spécifiques GitHub, le lien vers la version élaborée de GitHub, et celui de Bitbucket qui correspond à peu près à tout ça. Ce tuto est maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.